Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et je suis accompagné par Emric. Bonjour tout le monde. Et on se retrouve aujourd'hui pour encore une fois parler de Kamigawa, la dynastie Néon, mais cette fois-ci pas de l'édition, mais des deux decks commandeurs, ou plutôt de un seul des deux decks commandeurs de l'extension. C'est ça. On va parler déjà dans cette vidéo du premier deck, ensuite dans l'autre du deuxième deck, et probablement aussi des cartes spécifiques qui s'appellent Kamigawa, la dynastie Néon Commander Deck. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer au premier deck, qui est le deck Attachez vos ceintures, qui est le deck Azorius. Oui, le deck Attachez vos ceintures, qui est un deck Azorius basé sur la mécanique des véhicules, et plus grossièrement, même plus généralement, des artefacts. Avec un petit côté historique en plus, vous allez voir, on va vous en parler. Et on vous rappelle, comme à chaque fois, on va d'abord parler des différents commandants présents dans le deck, donc les nouveaux commandants et également les commandants qui sont réédités. Ensuite, on va s'attaquer aux nouvelles cartes qu'on va vraiment détailler, hein, donc toutes les nouvelles cartes du deck, et parler un petit peu de leur intérêt du coup dans le format, même en dehors de ce deck-ci. Et ensuite, on finira avec les rééditions intéressantes qui valent le coup et qui sont bien pour le deck, mais également en dehors du deck pour... juste parce que c'est des bonnes rééditions en fait. Hein. Pour le format, tout simplement. Voilà. Et on commence donc avec les commandants, et on va commencer avec le commandant principal du deck, Kotori, prodige pilote, une créature légendaire lunarien et pilote 2/4 pour 3, dont un blanc et un bleu. Les véhicules que vous contrôlez ont pilotage 2. Au début du combat pendant votre tour, une créature artefact ciblée que vous contrôlez acquiert le lien de vie et la vigilance jusqu'à la fin du tour. Yes, donc c'est le... Comme tu l'avais dit, c'est le commandant qui est à la tête du deck, qui est sur la boîte. Donc c'est le commandant principal, qui donne vraiment le double ton de ce deck, c'est-à-dire les véhicules, avec sa première capa, hein, qui réduit tous les coûts de véhicules à 2. Et aussi un côté artefact avec sa deuxième capa qui dit qu'en fait elle va donner deux bonnes capacités qui peuvent faire une différence à une créature artefact, qui sont le lien de vie et la vigilance. J'aime bien l'idée de... Elle a des bonnes stats, elle coûte pas très cher, on pourra la rejouer au moins une fois tranquillement, sans trop que ce soit dérangeant, contrairement à d'autres. Elle pousse le build à vouloir jouer beaucoup de véhicules, mais on n'est pas obligé de le faire, et c'est ça qui est cool avec Kotori. C'est vrai que moi je me suis beaucoup centré au moment où je l'ai vu, j'étais là, ah bah oui, le pilotage 2 sur tous les véhicules, ah ouais c'est sympa. D'ailleurs je le précise, hein, les véhicules qui ont pilotage 1 par exemple, ils gardent pilotage 1. En fait il y a toujours l'option, ils gagnent le pilotage 2 en plus de leur pilotage classique. Donc voilà, c'est une capacité en plus quoi, en gros qu'ils gagnent. C'est intéressant là-dessus, mais c'est vrai que je m'étais beaucoup concentré là-dessus et j'avais oublié quasiment le fait que la deuxième capacité, elle fonctionne très bien aussi sans la première et les véhicules quoi. C'est ça. Et ça apporte un peu une autre dimension au deck parce que finalement, si on a des grosses créatures artefacts qui sont juste des créatures artefacts, pas des véhicules, donc on n'a pas besoin de piloter, ça peut être tout aussi intéressant. Donc voilà, c'est une autre option, donc on a ces deux façons-là de voir la carte. C'est ça. Bon, après moi... Ce que je trouve évidemment très bien, c'est le fait que elle donne le pilotage 2 et c'est une 2/4. T'es là, oh, mais on dirait que c'est fait exprès. Oh mon Dieu. Oui, c'est une prodige pilote, donc elle pilote ce qu'elle veut. Voilà, donc voilà, c'est parfait. Mais là-dessus, c'est vrai que c'est très intéressant avec le reste de l'édition. Hein. Vous l'avez vu probablement durant les précédentes vidéos, mais il y a quand même de nouveaux véhicules qui sont intéressants dans l'édition de base. Et du coup, en plus, avoir ce pilote-là qui fonctionne quand même très bien avec la stratégie, ça fait plaisir. La prochaine carte, c'est Shorikai, la machine de Genèse. C'est un artefact légendaire véhicule 8/8 pour 2, un blanc et un bleu. Et elle a
pour un incolore on l'engage, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous d'une carte. Créez un jeton de créature 1-1 incolore pilote. Avec, cette créature pilote les véhicules comme si sa force était supérieure de 2. Shorikai a pilotage 8. Et Shorikai machine de jeunesse peut être votre commandant. Alors là, du coup, on est vraiment sur un commandant véhicule, non pas forcément la stratégie, mais c'est un véhicule qui peut être commandant. La précision de règle, évidemment, est obligatoire, puisque techniquement, c'est pas une créature légendaire. Donc, du coup, on pourrait normalement pas le jouer en commandant. Mais Wizard s'est dit, allez, on va être sympa dans le deck, on va en mettre un. Hein, voilà, ça fait plaisir. Donc j'aime beaucoup le fait de retrouver les fameux petits jetons pilotes qu'on a eu déjà dans l'extension et qui sont, ma foi, très bien. Je veux dire, c'est parfait d'avoir ces jetons-là, ils sont nickel. Et puis alors là, il y a un engin value monstrueux quand même, hein, je trouve. C'est assez terrible. La capacité de Shorikai, moi je la trouve extrêmement forte. Il y a tout un aspect, en dehors de l'aspect simplement véhicule, il y a tout un aspect pioche qui me parle beaucoup. C'est ça, les decks qui décideront de jouer Shorikai à la place, enfin, juste en tant que commandant, ça va être des effets d'engager, dégager les créatures. Une fois que tu arrives à le piloter une fois, tu sais, ensuite tu payes un, tu l'engages, tu pioches deux, tu défausses un, tu utilises un Fate Stitcher ou un Vizir des Sables, tu sais, pour dégager, engager ta créature. Piocher. Enfin, même, Ça a l'air assez simple. En plus, t'en as certains qui font ça sur les permanents, donc même quand il est pas animé, c'est possible de le faire. T'en as quelques-uns. C'est moins courant, mais ça existe aussi. Du coup, il y a toute une option autour de ça où tu peux juste le concentrer autour de la pioche. Après, tu peux jouer véhicule, évidemment. Il faut se dire que les pilotes, en dehors d'être des pilotes, ça reste quand même des jetons de créatures, donc du coup des bloqueurs aussi potentiels, quoi. Donc ça peut être très drôle, on peut se retrouver sur une stratégie pioche, contrôle un petit peu, voilà. Contrôle tempo. Ce sera un Azorius ou stuff, où en fait ton commandant te fait... Enfin, ton commandant qui n'est même pas forcément une créature te fait piocher, du coup tu peux même imaginer un build où en fait t'as aucune créature, et t'as que du bon stuff dedans, t'as des planeswalkers, et ton commandant te sert juste à piocher, quoi. Ce qui est pas de mal. C'est dingue parce que les deux commandants principaux du deck, on est quand même en train de les détourner à 200%. Kotori, on dit ah non, mais vous n'êtes pas obligé de la jouer véhicule, vous pouvez juste la jouer créature artefact. Et Shorikai, vous êtes même pas obligé de jouer des véhicules ou des créatures dedans. Allez hop, vous pouvez le jouer contrôle pioche. T'es là, what? Ouais, après, tu peux aussi juste jouer le deck comme il a été construit, c'est-à-dire. Tu joues véhicule, Azorius, aggro, voilà. Ouais, parce que Shorikai, en dehors de piocher les cartes, fait quand même les jetons pilotes qui sont très bien pour piloter une grande majorité des véhicules à eux seuls, quoi. Donc, c'est juste efficace, quoi. Et si dans Shorikai tu joues Kotori, du coup, avec tes jetons, tu peux piloter ce que tu veux. Et inversement. C'est fort là-dessus, c'est relativement fort, il y a pas mal de choses et d'options disponibles. L'autre nouveau commandant du deck, c'est Katsumasa l'animeur, qui lui ne peut pas être à la tête du deck puisqu'il coûte 4 dont 2 bleus. C'est une 3-3 lunarien et artificier qui a le vol. Pour 3 dont 1 bleu, jusqu'à la fin du tour, un artefact non créature ciblé que vous contrôlez devient une créature artefact et acquiert le vol. Si ce n'est pas un véhicule, il a une force et une endurance de base de 1-1 jusqu'à la fin du tour. Au début de votre entretien, ciblez jusqu'à 3 artefacts non créatures et mettez un marqueur +1/+1 sur chacun d'eux. Le truc qui est cool avec lui, c'est qu'il va donner de l'évasion à nos véhicules et il peut les animer sans forcément les piloter. Donc si on est à un moment où on n'a pas assez de pilotes, ou pas assez de créatures juste pour piloter nos véhicules, Katsumasa peut aider. L'avantage qu'il a aussi, c'est qu'il va leur donner le vol, donc une capacité d'évasion sur les gros véhicules, c'est toujours cool. On pense juste à Shorikai juste avant. Si ton 8-8, t'arrives à... Tu le joues... si tu joues correctement, tu peux vite mettre des patates avec. Sinon, ça anime un artefact. Bon, transformer n'importe quel Sol Ring en... Enfin, je dis Sol Ring parce que c'est le premier qui me passe par la tête, bien sûr. Mais n'importe quel Mana Rock en 1-1, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Après, t'as tout le côté où il va pouvoir mettre des marqueurs sur des artefacts non créatures, donc c'est bizarrement intéressant. Voilà, il est mignon, sympa, il y a pas mal de trucs à faire, mais faut se retourner un peu le cerveau pour que ça fonctionne correctement. Moi, je suis beaucoup moins enthousiaste autour de Katsumasa, parce que En fait, le problème, c'est comme tu dis, en effet, transformer un artefact qui n'est pas un véhicule pour 3 mana juste en un vol, ça devient un peu compliqué. Après, oui, il peut avoir réussi à gagner un marqueur au début de l'entretien, mais bon, enfin voilà, c'est... Je sais pas, en fait,
finalement la deuxième capacité elle est là pour fonctionner avec la première, ou fonctionner avec les véhicules, mais surtout avec la première quand même. Et surtout c'est juste, bah tu mets sur 3 artefacts de nos créatures, tu mets un marqueur sur chacun d'entre eux quoi. Donc c'est-à-dire que si tu veux rendre la dernière capacité efficace, le mieux ça serait d'animer les 3 artefacts en question. T'es là, ouais, mais du coup ça coûte 9 mana pour animer 3 artefacts avec Katsumasa, ou alors faut que ce soit des véhicules et du coup que t'aies des pilotes disponibles. Moi ça commence à faire beaucoup en fait, je trouve, au niveau du total. Je sens que l'idée est bonne, hein, comme tu dis, il y a des choses intéressantes, mais j'ai l'impression qu'en fait dans la pratique, tu vas te dire souvent, ouais mais attends, à moins que je joue véhicule, la première capacité elle va être compliquée à utiliser, et la deuxième, bah en fait, elle va fonctionner, mais uniquement dans le cas en effet où tu joues véhicule et où tu vas les animer, où c'est des gros véhicules en fait. Mais c'est ultra limité au niveau du gameplay, je trouve. C'est compliqué. On va du coup passer maintenant aux créatures légendaires qui sont rééditées, qui sont présentes dans le deck. Et on commence fort, hein, parce qu'on va commencer avec SRAM, le chef édificateur. Donc du coup, SRAM, très très bonne réédition dans le deck. Je pense que s'il n'avait pas été dans la liste de base, on vous aurait fortement conseillé à l'ajouter. Il aurait peut-être même été dans le 20 and 20 up du coup. On l'avait eu l'année dernière, si je dis pas de bêtises déjà, dans le deck Galéa de Donjons & Dragons, donc c'est toujours bien d'avoir des SRAM. Et vu qu'il est marqué et véhicule sur la carte et piocher une carte, t'es là, oui, bah oui, voilà, donc on fait. Et de toute façon, c'était déjà un staple des jeux véhicules qui existaient auparavant, donc oui. Le commandant suivant qui est réédité, c'est Téchar qui est de retour, l'apôtre de l'ancêtre de Dominaria. Bah oui, c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Emmerich avait précisé qu'il y avait une sous-thématique également historique, puisque les artefacts sont des sorts historiques. Et puis, je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de créatures légendaires dans ce deck, hein, n'est-ce pas? On en a 9 au total, donc c'est assez élevé. Le fait d'avoir une possibilité de ramener des cartes de créatures depuis le cimetière directement en jeu, c'est quand même assez intéressant, sachant que il me semble qu'on n'a pas beaucoup de créatures dans ce deck, mine de rien. On n'a pas une quantité gigantesque, mais par contre qu'elles sont toutes utiles. Donc avoir cette possibilité avec nos véhicules, lancer les véhicules pour ramener les créatures, donc des potentiels pilotes, ça a l'air quand même pas mal, voilà, là-dessus. Donc j'avoue que je suis assez heureux de le revoir ici. Ouais, c'est un bon ajout. Après, il y aura peut-être un bémol, c'est le nombre enfin, la qualité des créatures qu'il va pouvoir ramener depuis le cimetière. Ouais. C'est des bons potentiels de pilote, mais ce sera pas non plus la folie. Quoi. La créature suivante, c'est Emmerich, guetteuse du Loch, de Throne d'Eldraine. Pareil, hein, on reste dans la thématique artefact, on joue un peu avec le cimetière. Là, celle-ci, elle va pouvoir nous faire meuler, mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle va pouvoir nous permettre de rejouer les véhicules qui risquent de mourir. Ou les autres créatures artefacts du pack. Hein. Bah, j'ai l'impression qu'avec elle et Téchar, en fait, on est presque sur la partie... Ah oui, mais attends, il faut quand même prévoir, au cas où il arrive une connerie à nos véhicules, à nos créatures artefacts, il faut qu'on puisse les avoir à nouveau, quoi. Donc voilà, la récupération, c'est important. Alors oui, bon, ok, d'accord. Le suivant, bah, c'est un très gros staple des decks artefacts, c'est Sai, maître mécanoptériste. Bah voilà, je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire autour, c'est une créature qui fait des tokens quand on lance des sorts d'artefacts. Voilà, donc des jetons qui peuvent potentiellement aider à piloter derrière, c'est sympa. Et en plus qu'il y a un moteur de draw, donc ouais, c'est... Je veux dire, moi j'ai pas vu de deck artefact en bleu récemment qui se sont passés de Sai. Donc j'ai très peu d'exemples de decks qui pourraient s'en passer, donc c'est un staple quoi. La présence de ça, il me gêne un petit peu dans le sens où, mine de rien... Alors, il y a des artefacts dans le deck, hein, bien évidemment, mais je trouve qu'il n'y en a peut-être pas assez pour que ça il soit vraiment, vraiment rentable. Surtout sa deuxième capa, avec 2 artefacts, pioche une carte. T'as vraiment besoin d'avoir tes artefacts sur le board. Et tes mécanoptères, t'as envie qu'ils pilotent, donc finalement, on va plutôt utiliser la capacité statique, enfin la capacité déclenchée, que la capacité activée. C'est ça. Je suis un peu plus dubitatif sur la présence de Sai dans la liste. Après, voilà, c'est une créature légendaire, c'est dans les couleurs, c'est un bon effet sur les artefacts, ça coûte 3, donc vous pouvez le ramener avec tes chars. Enfin, il y a une justification sur pourquoi il est là. Ensuite, il y a Anna, la navigatrice. Donc là, c'est toujours dans le même thème, hein, dans le thème de la redondance. On va pouvoir ramener des artefacts ou enchantements depuis notre cimetière. Bon, principalement, ça va être des artefacts, hein, dans ce cas-là. C'est... Voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Après, j'avoue que Anna, quand tu compares avec ceux qu'on a vus juste auparavant, je trouve que l'effet est beaucoup moins bien, parce que ça demande du mana, et en plus ça renvoie en main.
Quand tu compares avec Emery ou Téchard qui remettent directement en jeu, qui demandent pas spécifiquement d'avoir du mana en plus, hein, donc... Emery, faut la Oui, lancer. Emery, faut la lancer. Mais Anna, faut payer le mana pour récupérer la carte dans ta main et la lancer Ah, ensuite. oui, donc ça ouais, fait ouais. 2 étapes, quoi. Ouais. Ah non, non, c'est... Anna, autant je pense qu'à une époque, même moi je l'ai joué, hein, à mes débuts en commandeur, je la trouvais sympa. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec tous les commandants qui existent, c'est un moteur à récursion, je suis d'accord. Mais ça reste quand même très cher. Le suivant, c'est Rav Kapashen, et c'est le dernier des commandants réédités de ce deck. Le mage de navire de Dominaria, du coup. Et bah lui, en fait, comme il donne le flash à vos sorts historiques, donc vos artefacts, eh ben, ça fonctionne plutôt pas mal, hein, faut l'avouer. Ouais, sa présence est justifiée. Voilà. Tu peux flasher un... Tu flashes ton véhicule et tu bloques, tu le pilotes et tu bloques avec, t'es là, ouah, quoi? Surprise, tu t'y attendais pas, Ouais. hein. Ah, bah voilà. Mais c'est exactement le genre de move que vous pouvez faire du coup avec Ravka Pachen, mais après, voilà, c'est sympa, quoi, c'est sympa. Mais beaucoup de créatures légendaires quand même, on le disait dans ce deck. C'est assez étonnant, mais Ouais. en même temps, voilà, comme il y avait ce petit côté historique aussi qu'on retrouve dans quelques-unes des cartes, et que toutes ces cartes, mine de rien, synergisent avec le côté artefact, eh ben, ou le côté véhicule, c'est vrai que ça justifiait de les mettre, quoi. Ouais, et au-delà de ça, j'ai même une petite théorie à côté pour ça, c'est que on sait que le Commander, c'est un format qui est de plus en plus populaire, donc les créatures légendaires qui vont être éditées au fur et à mesure des sets seront de plus en plus bonnes pour se coller à certaines stratégies du Commander. Tu vois. Donc c'est pas rare que d'ici quelques temps, je parle en années, hein, t'es un commandant, donc là en l'occurrence, admettons, c'est Kotori, et en fait après, t'auras toute une suite de créatures légendaires qui seront bonnes dans ta strat. Puisque de toute façon, les créatures légendaires sont éditées pour être, à mon avis, hein, elles sont éditées pour être de mieux en mieux avec certaines strats. Tu vois, par exemple, SRAM, enfin maintenant, tu peux difficilement jouer au Roi Voltron sans jouer SRAM, quoi, tu vois. Alors qu'à l'époque, c'était un peu moins joué et qu'aujourd'hui, on a plus d'outils, en effet. Bah, c'est ça. Ouais, complètement. C'est ça. Après, moi, peut-être mon autre théorie aussi, c'est que ça donne accès à des commandants que les joueurs plus récents n'ont pas forcément eu accès non plus. Dominaria, ça reste récent pour nous, parce que c'est 2017, il me semble de mémoire, mais c'était quand même il y a 5 ans, et il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés dans le commandeur depuis, et qui n'ont pas forcément pour ce genre de commandant. Donc voilà. Et pareil pour Kaladesh avec SRAM, c'est exactement ce qui peut se passer. Mais voilà. Donc c'est bien, c'est pour ça aussi qu'on vous précise, qu'on vous présente tous ces commandants réédités, parce que, bah mine de rien, c'est des commandants que vous pouvez très bien ne pas avoir vus, tout simplement. On va du coup passer aux nouvelles cartes éditées dans le deck. Et on commence par l'inspecteur aérien. C'est un artefact véhicule, 3-4 pour 2 et 1 blanc. Il a pilotage 2, il a le vol. Et à chaque fois que l'inspecteur aérien attaque, si le joueur défenseur contrôle plus de terrain que vous, cherchez dans votre bibliothèque une carte pleine de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Et là, le pilotage 2. Donc, pilotage 2, bah du coup, ça rappelle Kotori. Ah, voilà. Mais surtout, ici, on est face à une de ces fameuses cartes en blanc qui veut ramper, et du coup, compenser son retard sur le nombre de terrains adverses. Ce qui est toujours la façon principale du blanc de récupérer des terrains. Par contre, là, ce qui est cool, c'est que ça met directement le terrain sur le champ de bataille engagé. Ça, c'est sympa. Ouais. Ça, voilà. Après, derrière, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un véhicule qui coûte relativement peu cher, 3 mana, c'est une 3-4 vol, ok, pilotage 2, les statistiques sont bonnes en fait, hein, de manière générale. J'ai pas l'impression que ce soit trop cher pour ce que c'est, et on a des statistiques suffisamment intéressantes, avec en plus une capacité d'évasion, parce que je rappelle qu'on a eu il y a pas si longtemps, il y a quelques années, des créatures qui devaient attaquer mais qui n'avaient pas d'évasion pour faire le même genre d'effet, c'était très nul. Donc voilà, mais ici voilà, on a une capacité d'évasion qui permet de passer outre les problèmes, les désagréments de la phase d'attaque. Donc bon, c'est une bonne carte. Ouais, la carte est très bonne, et si on extrapole, on peut même l'imaginer dans certains decks mono blanc qui ne sont pas nécessairement axés autour des véhicules. Ah oui, il n'y a pas forcément besoin. Pilotage 2, ça se fera souvent, facilement. La carte suivante, c'est le Bug le Batteur, une créature esprit 2-1 pour 3, dont un blanc, qui a le vol. Dégagez toutes les créatures que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. On avait l'horloge, là, tu te rappelles, qui dégageait tous les artefacts. On a eu, bien sûr, on a
la Musnée des Graines, hein, qui est on ne peut plus connue. Maintenant, on a une version spécifique aux créatures. C'est en blanc, donc c'est cool. C'est pas toujours les mêmes couleurs qui ont le droit à ce genre d'effet. C'est un esprit, donc ça va rappeler un certain Millicent, qui est sorti juste l'extension d'avant. Et il a le vol. Bon, il a vraiment un effet, un ratio coup de mana effet très intéressant, je trouve. Honnêtement, oui, parce que bon, quand on compare avec les deux précédents, l'horloge débridée, je sais plus, l'horloge débridée, voilà, qui coûte 4, et la muse qui coûte 5, là on a un effet sur les créatures qui coûtent que 3, t'es là, ok, d'accord. Alors après, évidemment, vu la capacité, on est sur quelque chose de très spécifique aux créatures, mais c'est pas forcément un problème. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'ils ont le deck véhicule ? Bah parce que vous allez dégager vos véhicules du coup, et pas parce que vous allez dégager vos pilotes. Et les pilotes. Vos véhicules vous les dégagez pas parce que c'est pas des créatures au moment où vous les... au début de l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Donc faut faire très attention à ça aussi. Faudrait les piloter avant de pouvoir les dégager. Bon voilà, faire attention. Mais c'est très intéressant et moi j'avoue que je le retirais presque du deck pour dire bah je vais voir dans tous mes decks aggro parce que ça a une semi-vigilance hein. Mais ça fonctionne aussi très bien avec tous les effets de capacité activée qui demandent aux créatures de s'engager. Je sais plus, quand on a préparé l'épisode, quelqu'un nous en a parlé, il nous a dit, bah, par exemple dans un deck Zirda, concentré autour des capacités activées des créatures, bah ça a l'air plutôt pas mal quoi, de dégager tes créatures à chaque tour, parce que du coup tu peux réactiver les capacités, leur refaire comme ça, et ça fonctionne pas mal. C'est ça. Et si t'as des dorks en plus dans le deck, terrible. Bah en parlant de dork, moi je le joue très bien dans un deck Selvala. Oui. Enfin, le blanc-vert. Selvala ou... La blanc-vert. La blanc-vert. Oui, la blanc-vert. Ou Emara. Oui, ouais. Parce que du coup, tu dégages, si t'as un effet à la rite de cryptolite, tu sais où tu fais du mana, tu dégages tout, donc pour à chaque fois tu vas faire un elfe. Non, c'est vachement cool. Très très bon design. Très intéressant. Je suis très content d'avoir ce. Bravo le blanc. La prochaine carte, c'est l'Argousin âme de fer, une créature artefact samouraï 4/4 pour 4 et un blanc. À chaque fois que l'Argousin âme de fer ou qu'un commandant que vous contrôlez attaque seul, renvoyez sur le champ de bataille une carte d'artefact ciblée depuis votre cimetière. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Le coût de mana est assez élevé. Oui, 5, ça commence à être un peu beaucoup, même en commandeur. Mais pour moi, la capacité, elle justifie complètement, notamment dans les jeux Voltron, avec pas mal d'équipements qui ont peut-être pu se faire gérer, qui sont partis au cimetière. Le fait de pouvoir récupérer comme ça un équipement directement en jeu, si jamais à côté tu as l'aide de Sigarda par exemple qui dit que l'équipement il arrive en jeu, bam tu l'attaches directement à une de tes créatures, ça peut être très efficace en fait. Et l'Argousin aussi, il y a aussi autre chose, c'était un petit détail qui m'avait fait tiquer dessus, c'est que étant donné que lui aussi quand il attaque seul tu peux renvoyer un artefact, bah si jamais tu joues un commandant qui est une créature artefact, tu peux ranimer ton commandant directement en jeu grâce à l'Argousin. Donc, voilà, il y a plusieurs utilités comme ça, il y en a probablement d'autres, donc, mais je le trouve plutôt pas mal, il y a quelque chose d'intriguant autour et du potentiel. La carte suivante, c'est l'extinction organique, un rituel qui coûte 10, dont 2 blancs. Il a l'improvisation, donc vos artefacts peuvent aider à lancer ce sort, en les engageant, vous payez du coup un mana générique de ce sort. Vous détruisez toutes les créatures non artefacts. Ouais, bah c'est pas mal. Bien, je pense que la plupart du temps, la carte, elle va coûter quelque chose comme 2 et 2 blancs, ou 1 et 2 blancs, dans ce deck-là. Parce qu'en fait, en le testant un petit peu, je me suis rendu compte qu'on crée beaucoup de créatures artefacts. Il y a un truc très rigolo où tu peux piloter quelque chose avec Kotori, tu attaques, tu donnes la vigilance à ton véhicule, et après, plus tard, tu peux payer dans le tour, tu peux faire extinction organique. En seconde phase. En plus, tu fais des mécanoptères, donc il y a moyen que le sort coûte pas trop cher. En dehors du deck, je trouve que la carte est très très cool. Elle va pouvoir aller dans pas mal de strats. Notamment, c'est bête, mais il y a plein de decks un peu contrôle où tes artefacts ne sont pas forcément des cailloux. Ouais, avec des capacités statiques ou déclenchées. C'est ça, ouais. Donc du coup, tu peux t'amuser à utiliser... Vous pouvez même utiliser vos trésors, en fait. Ouais, aussi. Celui qui a 10 étouffantes, qui stack, il a stacké des trésors, il peut engager les trésors sans les sacrifier pour payer le coût d'extinction organique. Donc ouais, non... Bon, bien évidemment, on va pas citer Breya. Non mais, voilà. Non, pas besoin de citer Breya. Mais... Breya, elle est là, tous ces decks qui tournent autour des synergies artefacts et qui ont du blanc...
ils seront très contents de pouvoir intégrer cette carte. C'est vrai qu'il y a un gros potentiel autour de la carte. Après, on nous a fait la réflexion, oui, mais les créatures artefacts, on en joue de plus en plus dans tous les decks. Oui, mais c'est vrai que c'est pas souvent, en fait, que ce sont les créatures qui ont le plus d'impact. C'est souvent des éléments de setup, en fait, hein, quand on pense... on a l'Ornithoptère de Paradis, par exemple, pour commencer. On a le simulacre solennel, des créatures comme ça, en fait, qui sont là, et qui sont là pour mettre en place le jeu, mais c'est rarement des killers. À moins que ce soit vraiment quelques créatures spécifiques. Mais ça, voilà, c'est les grosses qu'on connaît, qui tuent. Donc bon, je pense que la plupart du temps, ça restera quand même une excellente carte. Évidemment, c'est pas totalement symétrique, ça détruit pas tout. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Puis il y a Adieu dans l'édition, si vous voulez tout gérer. Voilà. La prochaine carte, c'est Essaimer la mémoire, un éphémère pour 3 et un blanc, exiler le cimetière d'un adversaire ciblé. Pour chaque carte de créature exilée de cette manière, créer un jeton de créature 1/1 incolore esprit. Ouais, je suis... Voilà, il y a du bon, j'aime bien l'effet, mais en fait, j'aurais bien voulu qu'il coûte un peu moins cher et qu'on n'ait pas les esprits, à la limite. Mais bon, voilà, mais sinon, il est bien. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. Ouais, tu vas le jouer dans des decks où, en fait, tu peux te permettre de garder beaucoup de mana pour attendre. Typiquement, on reste dans la même veine, hein, les jeux Azorius qui ont tendance à ronfler un petit peu dans leur coin, à jouer beaucoup en éphémère, beaucoup d'interactions pendant le tour des autres. Là, ça équivaut à... Bon, ça coûte du mana, mais ça équivaut à jouer un Bojuka Bog en éphémère, en fait. Hein. Et avoir des bodies en plus. Donc, ouais. Alors, ouais, mais à mon avis, le niveau de deck dans lequel on va trouver Essaimer la mémoire, ce sera pas des niveaux auxquels tu vas trouver beaucoup de créatures dans le cimetière en face. Tu vois le genre? Je sais pas. Moi, dans un jeu contrôle en général, tout niveau confondu, je pense que j'essaierai de le jouer. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Parce que tu vas jouer pour péter l'interaction d'un gars avec le cimetière. Mais dans ces decks-là, en général, il n'y a pas nécessairement des créatures dans le cimetière en face. C'est ça que je veux dire. Ouais. Tu vois, tu vas essayer d'empêcher le joueur de Restorm ou de... Un gars qui va jouer... je vais jouer... comment ça s'appelle Underworld Breach. Oui, ok, bah tiens, prends ton Essaimer la mémoire, t'as plus de cimetière, bravo. Tu vois. Je pense que c'est dans ces cas-là que la carte va être jouée. Ah, moi je pensais aussi aux boucles de réanimation et d'aristocrate qui fonctionnent très bien, quoi. Les moteurs à sacrifice, enfin, tous les jeux sacrifices, les jeux réanimateurs, les jeux d'elves aussi. Voilà, si vous voulez. Mais non, les jeux qui fonctionnent, d'Elve et Dredge, je pensais surtout à Dredge. Tous ces jeux-là qui vont avoir tendance à remplir un maximum le cimetière pour ensuite jouer depuis celui-ci, en fait. Il y en a quand même aussi qui tournent autour des créatures, donc c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais ouais, est-ce que ça va être un staple et que ça va être joué dans beaucoup de decks? Peut-être pas. Je suis pas sûr. Bah, moi j'aurais tendance à dire que ce sera beaucoup joué. Parce que ça apporte, encore une fois, à une couleur qui en a besoin, un élément de contrôle supplémentaire, tout simplement. Ah, malgré un certain coût, je suis d'accord, mais voilà. Si, admettons, le gars sort sa pièce de combo, il la rend incontrable parce qu'il sait que tu joues des contres, après il peut toujours contrer et s'aimer la mémoire, mais tu vois, c'est une balle en plus, en fait. Je pense que du coup on la retrouvera pas à tous les niveaux. En comparaison avec un Bojuka Bog que tu peux jouer dans tous tes decks noirs parce que tu joues du noir et puis point. Ou une crypte de Tormod qui coûte que 0. Voilà, c'est des trucs. Du coup t'as pas de coût ou alors ça a peu d'impact sur ton jeu. C'est des cartes en plus de gestion. Là, lui, il a un coup de mana, voilà. Ça demande des ressources, quoi. Donc bon, c'est pour ça que je doute un peu plus. La carte suivante, c'est la reconfiguration expéditive qui coûte 1 blanc. C'est un enchantement aura qui a le flash, qui enchante une créature ou un véhicule. Le permanent enchanté est un artefact véhicule avec pilotage 5 et il perd tous ses autres types de cartes. Ce n'est pas une créature à moins qu'il soit piloté. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte. On a entendu un petit peu de tout et n'importe quoi à son sujet. Oui, c'est trop bien, c'est un staple. Non, c'est complètement nul. Je pense que la carte est très forte. Et elle est très forte dans les deux cas. Elle est très forte dans le cas où tu la joues pour bloquer quelqu'un. Typiquement dans les decks Voltron, ce sera incroyable de... Contre un deck Voltron, ce serait incroyable de pouvoir dire au gars phase d'attaque, d'accord, tiens, c'est un véhicule, tu veux le piloter? Je peux pas, bah ouais. En plus, dans le lot, tout est déséquipé, les auras, elles seront généralement foutues au cimetière, c'est terrible. Ouais. C'est ça. Et à l'inverse, on peut aussi l'utiliser à notre avantage, donc je ne peux m'empêcher de vous parler de cette incroyable carte
qui est Devoted Druid. Mon Dieu. Euh, Ouais. Où en fin de compte, du coup, si vous enchantez votre Devoted Druid avec reconfiguration expéditive, elle garde ses capacités de mets-lui un marqueur -1/-1 et t'ajoutes un mana, tu la dégages. Mhm. Mais du coup, tu peux faire mana infini avec, quoi. Alors après, à vous d'utiliser le reste de votre deck et votre déduction pour trouver qu'est-ce que vous allez bien pouvoir faire de mana vert infini, mais voilà, c'est un moyen en 2 cartes pour pouvoir avoir Ça devrait pas être trop un problème, je beaucoup de pense. mana. Ouais. Ah. Mais moi, ce que j'aime bien aussi, parce que là, du coup, t'as donné un bon exemple avec Devoted Druid, mais c'est que vous pouvez aussi l'utiliser sur l'un de vos commandants pour le protéger. Parce que, dire, ok, oui, mon commandant, tu voulais tuer ma créature, tu voulais faire un pasto exile dessus, bah non, reconfiguration expéditive sur mon commandant, ça devient un artefact, donc du coup, c'est plus une cible légale, donc il est pas exilé. Et en fait, si votre commandant, il fonctionne un peu à la manière de Devoted Druid, parce que comme il perd pas ses capacités, si jamais c'est des capacités déclenchées, des capacités statiques, je veux dire, en fait, la plupart des commandants, s'ils sont pas obligés d'attaquer, reconfiguration expéditive, ça sera un très bon moyen de les protéger, en les rendant un peu plus difficiles aussi à gérer. Ils vont pas se faire gérer par les Vras, et ils vont pas se faire gérer par les anti-bêtes. Donc voilà. Après bon, ils deviennent le deuxième type de permanent le plus géré en jeu dans une table de commandeur. Mais bon, c'est le deuxième, c'est plus le premier. Donc voilà, ça va. Ça va. C'est un détail. C'est un détail. Et ça coûte que un blanc. Donc voilà. Mais il y a tellement de possibilités en fait, je pense, autour de ça. C'est ça, c'est ça qui rend la carte très très bien. C'est que c'est ultra flexible. Et ce qu'on aime bien nous en commandeur, c'est que vu qu'on joue en singleton, c'est que la moindre carte ait plusieurs options disponibles. On va passer au bleu, et on commence avec l'accès refusé, donc c'est un éphémère qui coûte 3 et 2 bleus. Contrecarrer un sort ciblé. Créer X jetons de créatures artefact 1/1 incolore mécanoptère avec le vol, X étant la valeur de mana de ce sort. Ça me fait penser à 2 cartes, Flurry de sort et Mana Drain. Alors là vous allez me dire, attends, Mana Drain, mais t'es pas fou. Bah oui, mais voilà, c'est comme la Flurry de sort, c'est comme le Mana Drain, c'est le fait d'avoir, ah bah tiens, je vais prendre la valeur de mana du sort que j'ai contrecarré et je vais en faire quelque chose. T'es là, ok. Bah là, ici, accès refusé, contrairement aux deux autres que j'ai cités qui faisaient du mana, sous forme de mana incolore ou de trésor, ici c'est des mécanoptères. C'est intéressant, parce que déjà, rien que ces deux-là avaient un bel impact. Celui-ci, il fait des bodies supplémentaires, donc bon, ça peut aussi impacter pas mal la game, et certaines situations qui peuvent être renversées aussi. Hein. Je me dis, tiens, tu contrecarres un Craterhoof Behemoth en face, ah bah tiens, j'ai fait 8 bloqueurs, quoi. T'es là, ah oui, ok. Tu peux renverser une situation un petit peu de cette manière-là, je pense. C'est ça, j'ai même envie un peu de le comparer à une de mes cartes préférées de l'année dernière, qui est Inkshield, dans le sens où en fait, les ressources qui vont être mises à un certain moment en jeu pour essayer de faire pencher la balance en la faveur d'un joueur, toi tu vas dire non, et tu vas en plus réutiliser ça à ton avantage. Donc là en l'occurrence, on va utiliser tout le mana qui va être injecté dans un sort, donc t'as donné des exemples, hein, mais n'importe quel sort pourra rentrer, quoi. Et en faisant accès refusé, en fait, toi tu vas créer un truc qui est peut-être moins bien sur le coup que du mana incolore ou des trésors, mais qui en fait va te donner une présence sur le board, quoi. Et mine de rien, une présence sur le board avec des volants, c'est pas à négliger, je trouve. C'est un genre d'artefacts qui en profiteront largement en plus, donc... Alors le suivant, c'est l'éveilleur à cyber-réacteur, une créature artefact construction qui coûte 6 dont 1 bleu, c'est une 4/4 avec le vol. Les autres créatures artefacts que vous contrôlez ont le vol. Quand l'éveilleur à cyber-réacteur arrive sur le champ de bataille, jusqu'à la fin du tour, chaque artefact non-créature que vous contrôlez devient une créature artefact avec une force et une endurance de base de 4/4. On en parlait juste avant, t'as cité Craterhoof Behemoth. LOL. Je pense que c'est une version, alors toute proportion gardée bien sûr, mais je considère éveilleur à cyber-réacteur comme une version spécialisée pour les artefacts de Craterhoof Behemoth. Pourquoi ? Parce que ça va animer l'intégralité de nos artefacts. Donc ça va animer les terrains, ça va animer les jetons, ça va animer les cailloux et les autres pièces qu'on a, ok ? Ensuite, ça va leur donner 4/4. On joue dans un format où, du coup, pour descendre un joueur complètement, il te faudrait au bas mot 10 artefacts. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas tellement. Et ensuite, parce que la carte coûte 6, donc il y a un moment où les points de vie de certains seront déjà assez entamés au moment où tu pourras commencer à attaquer. Et en plus, ça leur donne une évasion, ça leur donne le vol. Donc, à moins que vous tombiez contre Jean Millicent, qui joue 20 milliards d'esprits qui volent, normalement, vous devriez être capable de descendre un joueur au moment où éveilleur à cyber-réacteur arrive en jeu. Et enfin, on est en bleu.
Donc, qui dit bleu dit la couleur qui va copier des trucs, qui va faire des... Tu vois, il y a vraiment moyen, je pense, de rendre les veilleurs assez forts pour descendre une table au moment où tu arrives à le résoudre. Je le trouve assez dingue, hein. Moi j'en reviens toujours pas de cette carte. On en avait parlé, et en fait, il me fait beaucoup penser à Rise and Shine de Modern Horizon 2, qui du coup anime tous vos artefacts non-créatures en leur mettant 4 marqueurs plus un dessus. En fait, techniquement, on est sur quelque chose de très proche, hein, même si, voilà, c'est pas des marqueurs, c'est juste la force, l'endurance, oui, je sais, voilà. Mais c'est quand même super utile, et honnêtement, on l'a vu durant la première table, avec le fameux truc de duplication que j'ai oublié, duplication experte, voilà, qui permet de transformer tous nos artefacts en copie d'un autre artefact. On l'a vu avec Rise and Shine, si vous avez déjà pris ces cartes-là dans la bouche, vous savez que c'est fort. Animer tous les artefacts non créatures, c'est puissant. Et là, en plus, sur ces 2 cartes que je viens de citer, on n'avait pas l'élément d'évasion en plus. Et alors certes, tu peux dire, ok, ça va devenir une copie d'un artefact qui a le piétinement, hein, voilà, petit clin d'œil. Mais les veilleurs, lui, c'est pas le piétinement, c'est le vol, quoi. Je veux dire, le vol, c'est un peu la capacité d'évasion ultime, après l'imbloquable, bien sûr. Mais voilà, c'est... Voilà, j'en reviens toujours pas. Et comme tu disais aussi, c'est que on est en bleu, on peut copier des sorts, on peut copier des permanents, donc... par exemple, ne pas tuer tous les joueurs sur l'arrivée en jeu de l'éveilleur. T'es là, ok, d'accord, bah le tour suivant, je joue un clone qui arrive en tant que copie de l'éveilleur, et on est reparti, quoi. Oh exactement. Les adversaires, là, tu dis, oh mon dieu, arrêtez. Oh bon, c'est pas mal du tout, quoi. Donc ouais. La prochaine carte, c'est le Mecha Imposteur. C'est un artefact véhicule 3-1 qui coûte 1 et 1 bleu. Vous pouvez faire que le Mecha Imposteur arrive sur le champ de bataille comme une copie d'une créature qu'un adversaire contrôle, excepté que c'est un artefact véhicule avec pilotage 3 et qu'il perd tous ses autres types de cartes, et il a pilotage 3. Ok, donc là, si l'adversaire en face a joué les veilleurs à cyber-réacteur, du coup, voilà. Ah mon dieu. Non, mais c'est assez intéressant, je sais pas trop quoi en faire. C'est vrai que j'avais oublié la clause comme quoi c'était uniquement la créature d'un adversaire. Ce qui rend la chose un peu moins débile, parce qu'on aurait eu un clone pour 2 qui est juste un clone, qui est un véhicule en plus, ça aurait été très puissant, parce que là, je pense que ça aurait été joué dans tous les jeux de clones. Ici, c'est vrai que le fait que ce soit uniquement les créatures adverses, ça change 2-3 petites choses quand même. Après, voilà. Alors, j'ai pu le jouer, et je t'avoue que quand t'es contre un mec qui rampe comme un sac et qui fait tour 2, parce qu'il avait, beaucoup rampé, et il avait Oracle de Mudaya. Et quand tu joues ce genre de deck et que t'es capable de faire, bah, à mon tour 2 à moi, je fais Mecha Imposteur, je copie ton Oracle de Mudaya, c'est pas mal. Surtout quand c'est pas une créature. Ouais, en fait, c'est... On n'arrive pas trop à quoi on pensait à froid, mais ce qui est normal, puisqu'en fait, c'est une carte dont la force va dépendre de ce qui se passe en face. Donc s'il se passe rien, bah fatalement, votre Mecha Imposteur, il va faire, bah, je vais prendre, je sais pas... je suis un elfe. ou même juste, tu peux prendre le commandant adverse s'il est intéressant, en fait. Tu vois. Après... Et il coûte que 2, et c'est ça qui fait qu'il est cool. C'est qu'il coûte que 2. Donc, après, on dit même le dork, quand tu calcules finalement le Mecha Imposteur, ça va être un caillou. Si tu copies un Birds of Paradise, t'es là, bah Mecha Imposteur, étant donné que c'est un artefact et que c'est pas une créature, bah tu peux l'engager pour faire du mana de n'importe quelle couleur en fait. T'as fait Arcane Signet, enfin, pas Arcane Signet, mais voilà, vous avez compris, mais t'as fait un Arcane Signet en plus quoi, pour 2. T'es là, d'accord, bah ok, pourquoi pas. Tu peux l'utiliser tout de suite. Ouais. Je pense que c'est vraiment une carte à pas sous-estimer. Ça va être intéressant. Après, est-ce qu'il y a des jeux spécifiques dans lesquels on va la rentrer? Bon, les jeux véhicules, d'accord. Les jeux artefacts en général. Non. Voilà. Et est-ce que tous les jeux bleus pourraient essayer de la jouer? Je sais pas. Je suis pas sûr. Ouais. C'est pas sûr. Tu as un deck... Bah après, attends. Cite-moi un deck bleu qui ne joue pas artefact. Enfin, qu'il soit pas si bon que ça avec des artefacts. Talrand. Il y en a plus beaucoup. Hein. Il y a quoi? Il y a Azami. Talrand, Azami. Ouais, Talrand. Bah, les Spellslingers. Les Spellslingers jouent pas trop autour. Ils ont certains artefacts, mais pas beaucoup. Après, t'as beaucoup de jeux avec une combinaison avec du bleu qui ne jouent pas avec les artefacts. Hein. Je veux dire. Voilà, blanc-bleu, on est plus sur du contrôle souvent, de la stacks parfois. Donc, sauf oui, sauf maintenant, bien sûr. Mais voilà, il y a
du coup, il y a plein de contre-exemples aussi, mais voilà, je sais pas trop. Ouais, mais... C'est intéressant. C'est intéressant à envisager cette carte. Ouais, Ouais, je chauffe bien. il y a des choses à faire. Le suivant, c'est le Canonnier Kappa, une créature artefact tortue terrestre et guerrier 4/4 qui coûte 6 dont un bleu, mais il a également l'improvisation, donc voilà, vous pouvez engager vos artefacts pour payer un incolore, un générique, pardon. Il a la parade 4, et à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur le Canonnier Kappa, et il ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Il met des marqueurs. C'est des marqueurs. C'est ce qui rend la carte complètement pétée, c'est que ce soit des marqueurs qu'on mette sur le Canonnier Kappa, et pas autre chose. Alors, bon, il a improvisation, donc c'est cool. On va pouvoir le Ça m'a l'air réduire. pété aussi. Hein. Il a parade 4, donc ça s'apparente un petit peu à de la défense talismanique, parce que... Et encore, en vrai, le truc, c'est que vu que ça devient tellement un gros steak, les gars sont obligés de payer le 4 pour s'en débarrasser. Vous allez... Parce que je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Le truc se protège tout seul, il attaque très fort, il peut pas être bloqué. Et il réduit son coût en plus avec les artefacts que t'as déjà en jeu, donc... Non mais... c'est violent. alors, encore une fois, quand j'ai pu tester, j'ai fait une partie avec le deck, et j'ai pu jouer le Canonnier Kappa, et je jouais Kotori à la tête, et en fait, c'est là que j'ai dit, faut pas oublier la deuxième Kappa de Kotori, parce que du coup, rendre votre Kappa imbloquable, vigilance, lifelink, c'est quelque chose, hein. C'est vraiment une excellente carte. Bon, alors, si vous suivez un petit peu, enfin, je sais pas si vous suivez, mais je vais vous l'expliquer. Ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, la carte est très très demandée, et elle est en train de devenir complètement idiote en termes de tarifs. Je crois qu'on est sur 17 euros le prix, peu importe la version. Parce qu'en fait, on peut l'avoir en normal et on peut l'avoir en extended avec dans les boosters collector. Et ouais, en ce moment, le Kappa est à 17 euros. Parce que, en fait, en Legacy, la carte est très très forte. Parce que tous les removals qui existent actuellement en Legacy, ils passent pas sur le Kappa. Parce que tu peux pas Bolt, tu peux pas Fatal Push, tu peux pas... Son coût est trop élevé, et en plus, lui, il le réduit avec l'improvisation, donc du coup, il fait n'importe quoi. D'accord. Bah c'est ça. Imaginez juste 2 secondes, si vous avez une dîme étouffante, et que vous avez Canonnier Kappa en jeu. Le mec, il va piocher. Tu fais, est-ce que tu payes 2 pour machin? Il va dire, bah non. Ok, je mets un marqueur sur Kappa. À votre tour, le Kappa, il sera 7-7. Tu vois? Bah, t'imagines? Enfin, c'est... Ouais. Je sais pas, je trouve que le... En fait, ça aurait été... On a vu des cartes déjà mal balancées. Là, elle est vraiment mal balancée. Mais c'est l'improvisation qui fait qu'elle est très forte. Hein. En plus, honnêtement, pour moi, le fait que ça soit au moment de l'arrivée en jeu d'un artefact et pas au moment où tu lances un sort d'artefact, c'est quand même extrêmement débile. Parce que, du coup, ça veut dire que si jamais tu fais des boucles de réanimation à la Téchar, tu boostes le Canonnier Kappa en boucle, en fait. Et si tu fais des boucles de réanimation, voilà, enfin des boucles de réanimation, si tu fais une chier de jetons en un coup... voilà, tout à l'heure on parlait de notre contre-sort là à 5 qui fait des mécanoptères, enfin tu te rends compte de la bêtise là? Bah, c'est une catastrophe quoi, les adversaires là, ils en prennent plein la gueule. Donc bon, c'est impressionnant. Après, je suis d'accord qu'il y a énormément d'avantages, mais derrière quand tu regardes, la finalité c'est quoi? C'est d'avoir une grosse créature qui va bourrer. C'est tout. Ouais, mais c'est un jeu où on attaque, hein. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est une grosse créature qui bourre. C'est-à-dire que je pense que vous n'allez pas forcément la jouer dans tous les jeux artefacts non plus. Vous allez jouer dans des jeux artefacts qui ont tendance à être déjà un petit peu dans l'aggro quand même. Qui veulent pas mal jouer autour de leurs créatures artefacts, éventuellement leur donner des boosts, etc. Et qui veulent jouer avec ça en fait, avec l'attaque. Je pense qu'il y a des... Il y a peut-être des decks, moi, dans lesquels je jouerai pas, pour le coup. Ouais. Mais tu vois, il doit y avoir des setups dans Breya où tu peux réussir à le rendre suffisamment gros en faisant venir masse mécanoptère, en fait, pour tuer au moins un joueur. En plus, avec un commandant qui a un artefact. Ouais. Oh là là, au secours. Quoi. Ah oui, non, c'est terrible, hein, il y a des choses à faire autour. Et c'est un hommage à Tortank, donc respect. La carte suivante, c'est la voleuse de recherche, une créature artefact lunarien et sorcier 3/3 pour 4 et un bleu. Elle a le flash, elle a le vol. Et dit, à chaque fois qu'une créature artefact que vous contrôlez inflige de blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Ouais, simple, efficace. Moi je l'aime beaucoup, en tout cas. Ça me rappelle plusieurs cartes des jeux artefacts classiques. D'ailleurs, il y en a une dont on va parler un peu après. Ouais, non, la voleuse de recherche, pour moi, elle est efficace, elle fonctionne bien. Surtout qu'elle nous fait piocher chaque fois qu'on a une créature artefact qui inflige des blessures de combat.
Donc voilà, Ouais. c'est fort. C'est ça. Et c'est en flash, Ouais, donc du coup les adversaires peuvent ne pas s'y attendre. Oh, je laisse passer tes Ouais. 2 ou 3 mécanoptères, pas de problème, vas-y. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis hein, bam, flash, hop, je pioche 3 cartes. Oh, surprise. Ouais, alors, il y a plein de trucs Bon, elle est beaucoup moins flashy que la carte dont on a parlé avant, hein, c'est Oui. sûr. Mais tu vois, ce qui est bien, c'est qu'elle a une clause qui est très intéressante, c'est que c'est pas à chaque fois qu'au moins une. Oui, Donc en fait, pour chaque dégât que tu vas mettre avec une créature, tu vas piocher une carte. Enfin, pas pour chaque dégât, mais Pour pour chaque chaque créature qui va connecter, tu vas piocher une carte. donc Euh, tous les jeux jetons artefacts, c'est- ce sera c'est ça. efficace quoi. Ils vont se gaver. C'est elle-même un artefact en plus. Oui. Donc du coup, elle trigger aussi sa propre capacité, c'est bien. Elle a une capacité Ouais, d'évasion ouais. en plus pour le faire, enfin, c'est terrible. Elle me fait penser à d'autres cartes qui existent dans Magic, mais voilà, c'est très sympa. Et la dernière nouvelle carte, c'est la Surveillance Universelle, un rituel qui coûte X et 3 bleus, qui a l'improvisation, et qui dit piocher X cartes. Ouais, c'est une version un peu overboostée de rétro-ingénierie qu'on connaissait avant. Là, en fait, tant que t'as de l'artefact, tu peux l'injecter dans ton tour, enfin dans le sort. Je pense qu'il y a une raison pour laquelle ce n'est qu'un rituel. Mais bon, si t'as une Vedalcanererie ou un truc qui permet de jouer en flash, ça rend la carte encore mieux. Mhm. Bon, c'est simple et ça fonctionne, quoi. Il n'y a pas besoin de tergiverser longtemps dessus. Après, c'est pas une carte, moi, qui m'intéresse beaucoup, justement. Le fait qu'elle puisse pas être lancée en éphémère, c'est quand même un petit peu gênant aussi là-dessus. Ouais, bah ouais. Donc bon, tant pis. Parlons maintenant des rééditions et on va attaquer par ce qui est le cœur et le thème principal de ce deck, c'est les véhicules. Donc on en a sorti quelques-uns qui méritaient notre attention. Il s'agit du Parélion 2, du Colosse Marchepaix et de Souverain des Cieux, Navire Amiral du Consul. Ce nom est beaucoup trop long. Oui. Donc ouais, trois artefacts véhicules qui étaient connus et reconnus à leur époque, dont un qui était trop cher, qui l'est encore, c'est le Parélion. Oui. Bon, généralement, si vous arrivez à faire toucher Parélion, ça devrait bien se passer. Oui. Colosse Marchepaix qui est très intéressant grâce à sa capacité activée, puisqu'en fait, ça outrepasse le fait d'avoir des pilotes sous la main. Et Souverain des Cieux qui est juste un énorme bateau qui colle des bolts quand il arrive en jeu. Terrible. Ou quand il attaque. C'est terrible celui-là, il est génial. Derrière, 2 autres véhicules qui valent aussi le détour. C'est bizarre, il y en a un dont on a entendu beaucoup parler. Le coptère de contrebandier et l'Aquilon. Oui, alors le coptère de contrebandier a été réédité, voilà, c'est dit. Très bien. C'est très bien. C'est dingue parce que je pense qu'on l'aurait probablement conseillé hein, quand même dans les améliorations du deck. Mais là, non. Ils ont dit, ah non, mais allez-y, on le met dedans. Ok, très bien, très bien. Qui est quand même un super engin value, qui est très peu cher, très rapide à mettre en place, enfin c'est super. Et avec Kotori, ça sera génial aussi, hein, à côté. L'Aquilon, on l'a mis pour une autre... Enfin, on le met en avant un petit peu pour une autre raison, parce que c'est vrai que honnêtement, c'est pas top à la base. Hein. Je me souviens quand il était dans Dominaria, c'était une carte qui était passée un petit peu inaperçue, parce que... C'était pas génial. Voilà, il y avait... c'était un peu compliqué, quoi. Et puis les véhicules à l'époque, c'était plus trop la mode. Donc l'Aquilon, voilà, c'était passé un petit peu à côté. Mais il y a quand même toujours ce côté carte historique qu'on retrouve encore une fois avec celle-ci. Et comme on va pouvoir récupérer des cartes historiques avec l'Aquilon, et que, mine de rien, on a quand même relativement pas mal de cartes historiques entre les artefacts et les créatures légendaires, ça fonctionne en fait. Donc voilà. Après, est-ce que ça serait une bonne carte en dehors du deck? Ah, ça va être compliqué quoi, je trouve. Ouais. Mais. Disons, dans un jeu artefact, tu joueras pas l'Aquilon parce que t'as d'autres moyens de filtrer qui sont plus efficaces. Et voilà, c'est vraiment pour le jeu véhicule, hein, Aquilon, je pense, là-dessus. Donc, ouais. On passe maintenant à 2 cartes qui sont très bonnes dans la synergie avec nos véhicules. C'est l'Amiral Aéronaute de Révolte Éthérique et Armée et Cuirassé de Kaldheim. Alors, la première va donner une des très bonnes capacités, hein, comme on disait, c'est dit que nos véhicules volent, donc c'est cool. Et l'autre, en fait, va animer nos véhicules. Donc, bon, accessoirement, si vous avez un nain dans le deck, genre SRAM, vous pouvez y mettre des trucs, mais on s'en fiche. Donc ouais, 2 moyens d'outrepasser les règles de pilotage qui peuvent être un petit peu compliquées. Et l'autre qui donne juste le vol, donc c'est très bien. Ouais, c'est violent. Surtout que tu l'avais dit tout à l'heure avec notre fameux nouveau créature artefact qui donne le vol, mais c'est vrai qu'on a des véhicules qui sont quand même avec des bodies imposants, mais qui sont cloués au sol. Voilà, qui n'ont aucune capacité d'évasion. Donc l'amiral, c'est typiquement ce qu'on veut avoir. Et enfin, on a 3 cartes qui sont très synergiques avec les artefacts. Et oui, on a le maître de l'Ethereum, le réseau de mécanoptères espions et la tour de l'industrie.
Mettre de l'Ethereum, bah alors oui. C'est vrai que moi j'y pensais plus à cette carte, surtout j'avais oublié un truc. J'avais oublié qu'il donnait +1 +1 aux autres créatures artefacts. Ouais. Ce qui est quand même vachement fort, sachant qu'on a déjà des véhicules qui ont des bodies relativement puissants. Donc oui, c'est exactement ce qu'on veut. Qui plus est, tu l'as dit tout à l'heure, on fait quand même beaucoup de jetons aussi dans ce deck. Donc ça fonctionne très très bien. Et justement, en parlant de jetons, on a le réseau de Mécanoptère Espion, voilà, qui me faisait penser en effet à la nouvelle carte qui fait piocher chaque fois qu'on touche avec une créature artefact. Sauf que ici, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as précisé, ici c'est à chaque fois qu'au moins une créature artefact. Donc du coup on piochera toujours au maximum qu'une carte, contrairement à la nouvelle carte du deck. Donc voilà, mais ça reste quand même une très bonne carte et très bonne réédition de ce deck. Tout comme la Tour de l'Industrie, qui est quand même un bon petit terrain à jouer autour des artefacts. Dans ce deck-ci, peut-être qu'elle pourrait dégager, parce que c'est que un bicolore, mais dans le deck 3 ou 4 couleurs, c'est vrai qu'elle est généralement assez jouée quand on joue autour des artefacts. Le bilan de ce deck un petit peu, qu'est-ce qu'on en pense déjà du deck à première vue? Je trouve imprécis. En fait, bon, vu que je l'ai testé, je l'ai mis sur le terrain, on va dire, il y a des trucs qui n'ont pas grand-chose à faire dedans. Tu sens qu'il y a des cartes, elles ont été mises parce qu'il fallait les mettre, tu vois. Typiquement, essaimer la mémoire ne sert pas à grand-chose dans le deck, ça apporte pas grand-chose au deck. Idem pour 2-3 créatures légendaires. Ouais. Emery, c'est mignon, mais c'est un peu faible, et puis te meuler de tes bonnes cartes, c'est un peu embêtant. Je trouve que le deck est bien fourni en termes de réédition pure. Des cartes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, donc c'est cool. En termes de nouvelles cartes, c'est là que je trouve qu'ils sont encore meilleurs, parce que entre Bug le Batteur, l'enchantement blanc, essaimer la mémoire, l'éveilleur, le mecha, le kappa, enfin, il y a vraiment beaucoup de bonnes nouvelles cartes. Donc voilà, c'est en demi-teinte, parce qu'en fait, ils ont fait le parti pris de donner plusieurs directions au deck, et le problème c'est que c'est un peu défilé pour l'instant, mais voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup les nouvelles cartes. C'est assez compliqué en fait, je trouve aussi ce deck, comme tu dis, il y a cette division entre le côté « Ah ouais, mais attends, on va faire un des véhicules », mais en même temps, les véhicules c'est des artefacts, donc du coup on va peut-être pas uniquement faire du véhicule, parce que j'ai cette impression que finalement, même le côté véhicule, même en imprimant des nouvelles cartes et en rééditant des anciennes et tout, bah finalement c'est encore très léger, trop léger pour que le deck soit réellement principalement axé autour de ça. Du coup, bah, comme tu disais, voilà, Kotori, il a une autre utilisation, Shurikai, il a une autre utilisation également. Voilà, c'est des engins value d'une manière ou d'une autre. Et t'es là, oui, bah, en effet. Mais finalement, le deck, c'est un jeu artefact avec une belle présence de véhicules, avant tout. C'est ça. Donc c'est un deck, je pense, qui peut encore s'enrichir dans les prochaines années, en fait. À voir avec les prochaines éditions, qu'il y ait des véhicules en plus. Ouais. Je serais pas étonné qu'on en ait dans les prochaines éditions aussi, hein, ça serait très sympa. De toute façon, ils ont déjà montré qu'ils aimaient bien la mécanique et qu'ils en réimprimaient à l'occasion. Donc voilà, il y a des choses à faire autour de tout ça, mais j'avoue qu'il faudra peut-être encore attendre pour augmenter un peu la liste avec la stratégie véhicule, ou bien retirer les cartes pour qu'elles servent dans les jeux plus artefacts, quoi. Mais il y a du good stuff, j'aime bien le principe, c'est suffisamment ouvert en fait. Bon, et du coup, pour le 20 in 20 out, pour les améliorations du deck, vous avez prévu quoi? On est parti sur un truc que tout le monde attendait, je suis sûr que les gens ne veulent que ça, donc on est parti sur ce que fait Kotori, c'est-à-dire elle pilote. Elle pilote quoi? Elle pilote des véhicules. Donc on est parti sur quoi? On est parti sur des véhicules. On a 2-3 petites bêtises, notamment une 7-11 pour 1 en véhicule. J'en spoilerai pas plus, hein, vous les verrez sur les réseaux, ça arrive très prochainement. On a mis aussi un petit peu plus de contrôle et beaucoup de tutos pour aller chercher nos bons véhicules, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Kotori, le deck de base est un deck qui s'essouffle relativement rapidement, et si vous n'avez pas le bon véhicule au bon moment, c'est très dur. Voilà. Ouais. Donc du coup maintenant, bah, vous aurez à attendre demain pour avoir votre 20 in 20 out sur les réseaux sociaux de la tour, donc profitez-en, allez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, pour pouvoir voir tout ça. Et du coup ne rien louper de ce 20 in, 20 out. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour l'analyse du deuxième deck Commander qui promet aussi de nous apporter son lot d'améliorations. Oui.
Bref, n'hésitez pas à nous donner votre avis également sur ce deck. Le deck attachez vos ceintures. Et écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À la prochaine. Salut.